La vieille millionnaire commença à pleurer, seule à table. Ce fut la femme de ménage qui s'approcha, essuya ses larmes et murmura quelque chose que personne ne s'attendait à entendre. Son fils riche en fut bouleversé. Ces mots simples changèrent tout. La pluie frappait sans pitié les grandes fenêtres du manoir de Valfleury, une propriété si imposante que les voisins du domaine l'appelaient à voix basse « le palais de l'oubli ». Ses plafonds vertigineux, ses lustres en cristal et ses jardins soigneusement taillés témoignaient d'une richesse accumulée sur plusieurs décennies. Mais ce soir-là, au milieu de toute cette opulence, quelque chose était profondément brisé. Assise au bout d'une table qui pouvait accueillir 20 personnes, Madame Henriette de la Roche occupait à peine un petit coin de ce monde immense. Devant elle, un plat auquel personne n'avait touché, un verre de vin de Bordeaux qui tremblait légèrement entre ses doigts vieillissants et une chaise vide à l'autre extrémité de la table qui semblait hurler en silence. La vieille femme fixait cette chaise comme si elle espérait que quelqu'un vienne à nouveau l'occuper, comme si, à tout moment, les années pouvaient reculer et ramener ce que le temps avait emporté sans demander la permission. C'est alors que la première larme tomba. Ce ne fut pas un pleur dramatique. Ce n'était pas le genre de sanglot qui cherche l'attention. C'était pire que cela. C'était cette sorte de pleur silencieux et profond qui ne naît que lorsqu'une personne a appris à souffrir seule pendant trop longtemps. Une larme lente, presque résignée, qui parcourut les rides de son visage comme si elle en connaissait chaque chemin par cœur. Personne dans cette immense demeure ne sembla le remarquer. Les horloges de parquet continuèrent de marquer leurs secondes indifférentes. Le feu dans la cheminée continua de crépiter sans compassion et Henriette resta assise immobile, les yeux fixés sur cette chaise vide, comme sur une épine que personne ne pouvait retirer. Personne, sauf Lucie. Lucie Perrine travaillait depuis seulement quelques semaines comme femme de ménage au manoir de Valfleury. C'était une jeune femme, mère d'une petite fille, qui était arrivée à cette porte par nécessité et y était restée pour une raison qu'elle-même ne savait pas tout à fait nommer. Dès le premier jour, elle avait remarqué que dans cette maison si remplie de belles choses, il manquait l'essentiel. Une chaleur humaine qu'aucun lustre en cristal ne pouvait remplacer. Ce soir-là, Lucie nettoyait en silence le couloir adjacent à la salle à manger lorsqu'elle entendit un bruit si léger que n'importe qui d'autre l'aurait ignoré. Mais pas elle. Elle connaissait ce son de l'intérieur pour l'avoir elle-même produit lors de nuits sombres qu'elle préférait oublier. C'était le bruit exact du pleur qui essaye de ne pas être entendu. Elle s'arrêta, tint le chiffon entre ses mains et regarda vers la porte entr'ouverte de la salle à manger. Elle aurait pu continuer son chemin. Elle aurait pu faire semblant de ne pas entendre. Dans son contrat, aucune clause ne lui demandait de prendre en charge la douleur d'autrui. Elle était femme de ménage, pas infirmière, pas psychologue, pas membre de la famille. Mais il y a des moments dans la vie où le cœur humain ne consulte pas les contrats. Lucie posa son chiffon sur le chariot et marcha vers la porte de la salle à manger. Ce qu'elle vit la figea sur place. Madame Henriette, cette femme que les employés décrivaient comme imposante et distante, semblait à ce moment-là incroyablement petite, perdue au milieu de son propre manoir, entourée de luxe et complètement seule. Ses épaules affaissées, ses mains tremblantes autour du verre, son regard rivé sur cette chaise vide, avec une intensité qui ne peut venir que d'un amour qui n'a plus nulle part où aller. Lucie prit une profonde inspiration. Elle fit un pas à l'intérieur. « Madame Henriette », dit-elle d'une voix très basse, presque comme si elle ne voulait pas briser un équilibre fragile suspendu dans l'air. La vieille dame ne répondit pas immédiatement. Elle continua de fixer la chaise vide, comme si Lucie n'existait pas. Mais une deuxième larme trahit son silence. Et cela suffit. Lucie s'approcha lentement, prit une serviette en lin sur la table et, avec une délicatesse qui ne s'apprend nulle part ailleurs que dans l'école de sa propre souffrance, s'agenouilla légèrement à côté de la vieille femme et essuya la larme sur sa joue. Henriette se tendit. Aucun employé n'avait jamais franchi cette ligne. Personne dans ce manoir n'avait osé la toucher avec ce genre de tendresse depuis bien longtemps. Ses yeux, embués de larmes, se tournèrent lentement vers Lucie, avec un mélange de surprise et de ce qui ressemblait à de la peur. La peur étrange que ressent celui qui n'est plus habitué à recevoir du réconfort. « Vous ne deviez pas vous donner cette peine », murmura Henriette, d'une voix rauque, comme si elle était restée des heures sans l'utiliser. « Ce n'est pas une peine », répondit doucement Lucie. Il y eut un silence. Un de ces silences qui en disent plus que 1000 mots. « Cette chaise », dit soudain la vieille dame, en regardant à nouveau vers l'autre bout de la table. Elle a été occupée pendant plus de 50 ans, chaque soir, sans exception. Elle fit une longue pause. Ses doigts serrèrent le verre. « Et maintenant,
Elle est vide depuis si longtemps que je ne sais plus si c'est lui qui est parti ou si c'est moi. Lucie sentit sa poitrine se serrer. Elle ne dit rien. Parfois, le meilleur réconfort se passe de mots. Mon époux, monsieur Aurélien, continua la vieille dame, comme si les vannes d'un réservoir très profond commençaient à céder. Il s'asseyait là chaque soir. Même s'il rentrait tard de ses voyages d'affaires, même s'il était fatigué, même si le monde s'écroulait dehors, il s'asseyait toujours sur cette chaise. Toujours. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Il disait que tant que nous serions assis ensemble à cette table, rien ne pouvait aller vraiment mal. Lucie regarda la chaise vide et, pendant un instant, elle crut presque voir la silhouette de cet homme qui avait laissé un si grand vide. « Depuis combien de temps est-elle vide » demanda-t-elle avec douceur. « Trop longtemps » répondit Henriette. Et cette réponse, si courte et si définitive, contenait des années entières de solitude. Ce fut alors que Lucie fit quelque chose que personne dans ce manoir n'aurait attendu. Sans calculer, sans penser aux hiérarchies ni aux distances, elle prit la main froide de la vieille dame entre les siennes. Henriette resta rigide une seconde. Puis, très lentement, sa main répondit. Ses doigts se serrèrent autour de ceux de Lucie avec une force tremblante qui disait tout ce que sa bouche n'avait pu exprimer depuis des années. Et alors Lucie s'approcha et murmura quelque chose à l'oreille de la vieille dame. Des mots que personne d'autre n'entendit. Des mots qui firent fermer les yeux d'Henriette, laissant couler une larme différente des précédentes. Non pas une larme de douleur pure, mais une larme qui ressemblait à du soulagement. Ce qu'aucune d'elles ne savait à ce moment-là, c'est qu'il y avait un témoin. Rodolphe de la Roche, le fils unique d'Henriette, était arrivé au manoir sans prévenir ce soir-là. Homme d'affaires habitué à gérer des millions avec la même froideur que d'autres manipulent des papiers, Rodolphe était entré par la porte principale, juste à temps pour voir la scène depuis le seuil de la salle à manger. Il s'arrêta, il ne dit rien, il ne le put pas. Il vit sa mère, cette femme qu'il croyait endurcie par des années de caractère et de distance, pleurer sans retenue tandis qu'une femme de ménage lui tenait la main. Il vit la serviette en lin sur la table. Il vit la chaise vide de son père et ressentit quelque chose qui le frappa à un endroit qu'il gardait verrouillé depuis très longtemps. Il vit que sa mère n'allait pas bien, qu'elle n'allait pas bien depuis longtemps, et qu'il avait refusé de le voir. Sa main se posa lentement sur sa bouche. Rodolphe de la Roche, propriétaire d'entreprise, homme qui ne perdait jamais son calme dans une salle de conseil, sentit ses jambes trembler. Non pas parce qu'il était en colère contre l'employé, non pas parce qu'il trouvait la scène inappropriée, mais parce que ce qu'il avait perçu, à peine l'écho des mots que Lucie avait murmurés à sa mère, l'avait laissé complètement paralysé. Ces mots, il les connaissait. Il les avait entendus autrefois, d'une autre voix, dans une autre époque de sa vie qu'il croyait enterrée à jamais. Et à cet instant, alors que la pluie continuait de battre les fenêtres du manoir de Valfleury, Rodolphe comprit qu'il n'était pas arrivé là par hasard ce soir-là, que quelque chose ou quelqu'un l'avait ramené exactement au moment où il devait y être. La question qui lui brûlait la gorge tandis qu'il restait immobile sur le seuil était simple et dévastatrice à la fois. Qui était réellement cette femme qui nettoyait les sols de sa maison? Rodolphe de la Roche ne dormit pas de la nuit. Il resta assis dans le fauteuil en cuir de son ancienne chambre, celle-là même où il avait grandi, celle que sa mère avait conservée intacte, comme si le temps n'avait pas l'autorisation de toucher à quoi que ce soit dans ce manoir. Les hauts plafonds, les murs ivoires, les livres rangés sur l'étagère, exactement comme il les avait laissés des années auparavant. Tout était pareil, tout était immobile, tout sauf lui. Les mots qu'il avait surpris au seuil de la salle à manger continuaient de tourner dans sa tête comme une mélodie qu'il ne pouvait éteindre. Ce n'étaient pas des mots compliqués, ce n'étaient pas des phrases de philosophes ou de poètes, c'étaient des mots simples, brefs, prononcés à voix si basse qu'il les avait à peine saisis. Mais c'était précisément pour cela qu'il l'avait bouleversé de l'intérieur, car ces mots spécifiques, dans cet ordre précis, prononcés avec cette intonation particulière, il les avait déjà entendus, bien des années auparavant, à une époque de sa vie qu'il avait décidé de ne jamais rouvrir. Il se leva, marcha vers la fenêtre. La pluie s'était calmée, et désormais, l'aube révélait le jardin trempé, les rosiers de sa mère brillant sous la faible lumière des lanternes extérieures. Tout était si parfait à l'extérieur et si silencieux à l'intérieur. Qui était Lucie Perrin? Cette question l'empêchait de respirer. Ce n'était pas de la jalousie, ce n'était pas de la méfiance de patron à employé, c'était quelque chose de plus profond et d'inexplicable, une sensation qui lui parcourait l'échine comme un courant électrique chaque fois qu'il essayait de reconstruire la scène. Une jeune femme, inconnue, qui travaillait depuis à peine quelques semaines dans cette maison,
et qui avait franchi sans hésiter une ligne qu'aucun employé n'avait osé franchir en plusieurs décennies. Et sa mère, la femme la plus réservée et la plus fière qu'il ait jamais connue, lui avait permis de lui tenir la main, de s'approcher, de la consoler. Car Rodolphe savait mieux que quiconque ce qu'il en coûtait pour gagner la confiance d'Henriette de la Roche. Lui-même, bien qu'il soit son fils, avait passé des années à ressentir un mur invisible entre eux. Un mur qui avait grandi après la mort d'Aurélien, lorsque leur douleur commune, au lieu de les rapprocher, les avait séparés sur deux îles distinctes, sans aucun pont pour les relier. Henriette avait transformé son deuil en silence. Rodolphe avait transformé le sien en travail, en argent, en réunion commençant à l'aube et se terminant bien après minuit. Deux manières différentes de fuir le même vide. Et pourtant, cette nuit-là, une inconnue avait réussi en quelques minutes ce que lui n'avait pu accomplir en plusieurs années. C'était ce qui lui faisait le plus de mal et ce qu'il avait le plus besoin de comprendre. Le lendemain matin, le manoir de Valfleury s'éveilla avec sa routine habituelle. Le personnel commença ses tâches avant même que le soleil n'ait fini de se lever. La cuisinière, Françoise, préparait le petit déjeuner avec la même précision que toujours. Le jardinier, Étienne, parcourait les allées avec son chariot d'outils. Et Lucie arriva à l'heure, comme chaque jour, avec son chariot de nettoyage et cette attitude tranquille que plusieurs personnes du personnel de service avaient déjà remarquée. Elle ne parlait pas inutilement, ne posait pas de questions indiscrètes, mais elle avait une manière de se déplacer dans cette maison qui rendait les pièces plus habitées après son passage. Rodolphe l'observa depuis l'escalier principal sans qu'elle ne le remarque. Il la vit nettoyer le hall d'entrée avec des mouvements méthodiques mais jamais mécaniques. Il la vit s'arrêter devant une photographie accrochée au mur, une photo de famille où apparaissaient Aurélien, Henriette et un Rodolphe adolescent, et la regarder un instant avec une expression qu'il ne put déchiffrer à distance. Ce n'était pas la curiosité d'une nouvelle employée qui explore la maison, c'était autre chose, de plus personnel. Rodolphe descendit lentement les marches. « Bonjour », dit-il lorsqu'il fut assez près. Lucie se tourna calmement. Elle ne sursauta pas. Cela aussi, il le remarqua. « Bonjour, monsieur de la Roche », répondit-elle d'une voix sereine, avant de se remettre au travail sans montrer le moindre signe d'inconfort. « Je voudrais vous parler », dit Rodolphe, d'un ton plus direct qu'il ne l'avait prévu. Lucie posa son chiffon sur le chariot. Elle le regarda bien en face, sans baisser les yeux, sans cette posture soumise qu'il s'attendait inconsciemment à trouver. « Bien sûr », dit-elle simplement. Rodolphe la conduisit vers la bibliothèque, une pièce que son père avait aimée et qui restait désormais presque toujours fermée. Il poussa la porte, et ils furent accueillis par l'odeur particulière des vieux livres et du bois ciré. Il s'assit sur le bord du bureau et la regarda directement. « Je vous ai vu avec ma mère hier soir », commença-t-il. « Je sais », répondit Lucie sans se troubler. « Je vous ai entendu entrer. » Cela le prit de court. Il s'attendait à de la défensive, à des explications nerveuses, pas à cette tranquillité déconcertante. « Et vous n'avez pas trouvé cela déplacé ?» demanda-t-il, en choisissant ses mots avec soin. Lucie réfléchit un instant avant de répondre, non pas parce qu'elle ne savait pas quoi dire, mais comme pour évaluer la mesure de ses propos. « Ce que j'ai vu, c'est une femme qui pleurait seule, » dit-elle enfin. « Je n'ai pas vu la propriétaire d'un manoir. J'ai vu une personne qui avait besoin que quelqu'un lui dise qu'elle n'était pas complètement seule au monde. » Elle fit une brève pause. Si c'était déplacé, alors oui, cela l'était, et je le referais. Rodolphe sentit un mouvement dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose d'inconfortable et de difficile à nommer, comme lorsqu'on entend une vérité que l'on évitait depuis longtemps. « Que lui avez-vous dit ?» demanda-t-il, sa voix se faisant plus basse qu'il ne le voulait. Lucie le regarda longuement. Ses yeux ne furent pas les siens. « C'est entre votre mère et moi ?» répondit-elle avec un calme absolu. Rodolphe ne s'attendait pas à cette réponse. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis des années. Il était monsieur de la Roche, le propriétaire du domaine, l'homme qui signait les chèques, celui qui prenait les décisions. Et cette femme, avec une totale simplicité et sans aucune agressivité, lui disait simplement qu'il y avait des choses qui ne le regardaient pas. Ce fut dans ce silence tendu qui suivit qu'il décida de changer de stratégie. « Où travaillez-vous avant de venir ici ?» demanda-t-il. « Dans différents endroits », répondit Lucie. « Nettoyage de bureau, quelques domiciles privés, rien de très différent de ce que je fais ici. » Et avant cela, il y eut une hésitation à peine perceptible, si brève que n'importe qui d'autre ne l'aurait pas remarqué. « J'étudiais », dit Lucie. « Mais la vie a changé de direction et j'ai dû m'adapter. »« Qu'étudiez-vous » Un autre silence, plus long cette fois. « Les soins infirmiers », répondit-elle finalement,
J'avais presque terminé. Il me restait peu de temps. Rodolphe la regarda avec une attention différente. Les soins infirmiers. Cela expliquait en partie cette sérénité avec laquelle elle gérait les situations de tension émotionnelle, cette manière de s'approcher sans envahir, de toucher sans brusquer. Ce n'était pas seulement de l'instinct, c'était aussi une formation, bien qu'incomplète. « Pourquoi avez-vous arrêté ?» Lucie prit une inspiration douce. « Parce que ma fille est arrivée avant que je n'ai terminé », dit-elle, avec une simplicité qui ne demandait pas de compassion. Et à ce moment-là, elle était la priorité. Elle le reste toujours. Rodolphe acquiesça lentement. Il étudia son visage, cherchant quelque chose qu'il ne savait pas définir exactement. Un signe, une coïncidence, quelque chose qui expliquerait cette sensation perturbatrice qui l'avait empêché de dormir. « Avez-vous de la famille ici, en ville ?» demanda-t-il d'un ton plus personnel qu'il ne l'aurait souhaité. Lucie le regarda avec un calme qui commençait à lui sembler presque surnaturel. « Seulement ma fille, » répondit-elle. « Nous ne sommes que toutes les deux. D'où êtes-vous originaire ?» Cette fois, l'hésitation fut indéniable, pas très longue, pas dramatique, mais réelle. « D'un petit village, » dit-elle, « que vous ne connaissez probablement pas. » Et dans cette réponse, il y avait quelque chose. Rodolphe ne savait pas quoi, mais il y avait quelque chose. Cet après-midi-là, Henriette descendit dans le jardin pour la première fois depuis des semaines. Le personnel le remarqua immédiatement. Françoise passa la tête par la fenêtre de la cuisine avec une expression de surprise authentique. Étienne arrêta son travail et observa la vieille dame marcher lentement sur l'allée de pierre au milieu des rosiers, s'appuyant sur sa canne, le dos un peu plus droit que d'habitude. Lucie nettoyait les grandes vitres du salon lorsqu'elle vit la vieille dame sortir. Elle ne fit rien. Elle continua son travail, mais ses yeux la suivirent à travers la vitre avec une attention discrète. Ce fut Henriette qui s'arrêta devant la fenêtre et la regarda. Elle fit un petit mouvement de tête, presque imperceptible, une sorte de salutation chargée de quelque chose de bien plus lourd qu'une simple politesse. Lucie répondit par le même geste. Rodolphe, qui observait la scène depuis la terrasse avec un café déjà froid, vit cet échange, si bref, si silencieux, si intense, et quelque chose se remua en lui avec une force inattendue. Ce soir-là, après le dîner, Rodolphe entra dans son bureau et appela Marc Villeneuve, l'homme de confiance qui gérait pour lui toutes les affaires nécessitant de la discrétion. Marc n'était pas détective, mais il avait des contacts. Il savait chercher, il savait trouver des choses que les gens préféraient garder secrètes. « J'ai besoin que tu fasses des recherches sur quelqu'un », dit Rodolphe sans préambule. « Une nouvelle employée, Lucie Perrine. Je veux tout savoir, d'où elle vient, ce qu'elle a fait, qui elle est vraiment. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda Marc. « Je ne le sais pas encore, » répondit Rodolphe. « C'est pour cela que j'ai besoin que tu le découvres. » Ce que Marc découvrit dans les jours qui suivirent n'était pas ce que Rodolphe attendait. Lucie Perrine était exactement ce qu'elle paraissait être sur le papier. Une femme travailleuse, sans aucun antécédent, mère d'une petite fille qui avait occupé différents emplois de nettoyage depuis qu'elle avait abandonné ses études d'infirmière, sans dette grave, sans conflits légaux, sans le moindre signal d'alarme. Mais il y avait une seule chose que Marc avait soulignée dans le rapport qu'il lui remit en main propre, car c'était le genre d'information qu'il ne convenait pas d'envoyer par voie numérique. Le nom du village dont Lucie Perrine était originaire. Un petit village qui n'apparaissait pas facilement sur les cartes principales. Un village que Rodolphe connaissait, qu'il avait visité une fois, il y avait bien des années, dans des circonstances qu'il n'avait jamais mentionnées à personne, pas même à sa mère. Rodolphe lut le nom de ce village 3 fois de suite. Puis il ferma le rapport, le plia lentement et resta à fixer le mur devant lui pendant un temps qu'il ne sut calculer. Il y avait autre chose dans le rapport. Le nom du père de la fille de Lucie n'apparaissait sur aucun document officiel, aucun registre, aucune mention, comme si cette partie de la vie de Lucie avait été effacée avec soin ou n'avait tout simplement jamais été écrite. Rodolphe se leva si brusquement que sa chaise grimaça contre le parquet. Il marcha jusqu'à la fenêtre, les mains appuyées sur le cadre, le regard perdu dans le jardin nocturne où les rosiers de sa mère brillaient sous la lune. Le village, l'époque, les années. Il commença à faire des calculs qu'il refusait d'admettre, des calculs que ses mains repoussaient, mais que sa tête complétait seule, avec une précision cruelle et automatique. Et quand les chiffres correspondirent, quand la chronologie s'emboîta d'une manière qui ne laissait aucune place à la coïncidence, Rodolphe de la Roche,
l'homme qui ne perdait jamais le contrôle, dut appuyer son front contre la vitre froide de la fenêtre pour ne pas faiblir. Car si ce qu'il pensait était vrai, si cette possibilité que son esprit venait de construire reposait sur une réalité tangible, alors Lucie Perrin n'était pas arrivée au manoir de Valfleury par hasard, et les mots qu'elle avait murmurés à sa mère n'étaient pas les mots d'une inconnue, mais ceux de quelqu'un qui savait exactement à qui elle s'adressait. Et ce qui l'effrayait le plus, ce qui l'avait laissé sans voix, appuyé contre cette vitre dans l'obscurité, ce n'était pas la possibilité d'avoir été trompé, c'était la possibilité dévastatrice et inverse, que personne ne l'ait trompé, que tout soit vrai, et que lui, durant toutes ces années, ait laissé cette vérité vivre dans l'ombre sans rien faire. Il y avait une photographie dans le portefeuille de Lucie que personne n'avait jamais vue. Ce n'était pas une grande photo, c'était un petit morceau découpé, usé par les années et par le nombre de fois où il avait été plié et déplié dans des moments de solitude. On y voyait une jeune femme tenant un bébé naissant, et derrière elle, à peine visible, le profil d'un petit village au toit d'ardoise et une place centrale ombragée par un grand tilleul. Lucie regardait cette photo chaque soir avant de s'endormir, non par nostalgie, mais pour se rappeler d'où elle venait, ce qu'elle avait traversé, et pourquoi elle ne pouvait pas se permettre d'abandonner. Ce matin-là, alors qu'elle préparait son chariot de nettoyage dans le local technique du manoir de Valfleury, Lucie entendit des pas qu'elle reconnut sans avoir besoin de se retourner. Des pas assurés, réguliers, avec le poids caractéristique de quelqu'un habitué à ce que les espaces s'ouvrent devant lui. Rodolphe. Mais cette fois, il n'entra pas. Il s'arrêta sur le seuil. Et dans ce bref silence qui précéda ces paroles, Lucie sut que quelque chose avait changé depuis leur discussion dans la bibliothèque. Quelque chose en lui avait bougé, même s'il ne savait pas encore tout à fait dans quelle direction. « Ma mère a demandé après vous ce matin, » dit Rodolphe. « Elle m'a demandé si Lucie était déjà arrivée. » Lucie intégra l'information en silence tout en rangeant les flacons sur son chariot. « Et cela vous dérange ?» demanda-t-elle sans détour, sans se retourner. Une pause. « Cela me surprend, » répondit-il avec une honnêteté qui lui coûta visiblement un effort. Lucie se tourna vers lui. Elle le regarda de cette manière directe qui continuait de le déconcerter, comme si ses yeux avaient l'habitude d'aller au fond des choses sans demander la permission. « Votre mère est une femme qui garde depuis trop longtemps des secrets trop lourds pour être portée seule, » dit Lucie. « Parfois, tout ce dont une personne a besoin, c'est que quelqu'un lui montre qu'elle n'est pas obligée de continuer ainsi. » Rodolphe ne répondit pas, mais il ne s'en alla pas non plus, et ce fut le premier véritable indice que quelque chose en lui commençait à se transformer. L'après-midi même, Lucie alla chercher sa fille à la petite garderie du quartier où elle vivait, située à 40 minutes du manoir en transport en commun. La petite fille courut vers elle avec cette énergie débordante qu'ont les enfants pour qui le monde semble encore tout à fait simple, et se jeta dans les bras de sa mère de toutes ses forces. « Maman !» cria-t-elle en enfouissant son visage dans le cou de Lucie. « Bonjour, mon amour !» murmura Lucie en fermant les yeux un court instant. La fillette s'appelait Valentine. Elle avait des cheveux sombres et bouclés, de grands yeux et une manière d'observer le monde avec une attention qui surprenait parfois les adultes autour d'elle. Elle était sérieuse pour son âge, mais possédait des éclats de joie authentiques qui illuminaient n'importe quelle pièce. Ce soir-là, pendant qu'elle dînait dans leur petit appartement, Valentine dessinait dans son cahier avec une concentration absolue. Lucie faisait la vaisselle et l'observait du coin de l'œil, cherchant, comme toujours, dans chaque geste de sa fille, un signe de ce qu'elle ne pouvait lui demander directement. « Maman », dit Valentine sans lever les yeux de son dessin. « La dame de la grande maison, c'est une gentille personne ?» Lucie s'interrompit. « Pourquoi demandes-tu cela ?»« Parce que tu es différente quand tu reviens de là-bas, » dit l'enfant avec la logique implacable de l'enfance. « Pas triste, différente, comme quand tu lis les lettres de grand-père. » Lucie essuya lentement ses mains avec le torchon de cuisine, s'approcha de la table et s'assit en face de sa fille. Valentine leva les yeux de son cahier. « La dame de la grande maison est une très bonne personne, » dit Lucie avec précaution, « qui a beaucoup de chagrin caché. »« Comme nous ?» demanda Valentine sans aucun drame, avec la simplicité de celle qui a grandi en sachant que le chagrin existe et qu'il n'a pas toujours d'explication évidente. Lucie sentit sa gorge se serrer. « Oui, dit-elle enfin, comme nous. » Valentine hocha la tête avec cette petite gravité qui la caractérisait et retourna à son dessin. Lucie resta à la regarder un long moment, étudiant ses traits, ce mélange particulier de caractéristiques qui l'emplissait de tendresse et, parfois, lui faisait mal d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer à personne. Car si Valentine avait les yeux de sa mère, la forme de sa mâchoire,
sa façon de froncer les sourcils lorsqu'elle réfléchissait, sa posture droite et cette assurance naturelle en la regardant dans les yeux, cela ne venait pas de Lucie. Et Lucie le savait à chaque fois qu'elle regardait sa fille. Elle le savait et gardait le silence, comme elle le faisait depuis des années. De retour au manoir de Valfleury, 2 jours plus tard, il se produisit un événement inattendu. Madame Henriette demanda qu'on lui serve son petit déjeuner dans le jardin. Françoise manqua de renverser le café de surprise. Étienne, qui taillait les rosiers lorsqu'il entendit la consigne, s'arrêta les cisailles en l'air. De mémoire de personnel dans ce manoir, Henriette n'avait pas pris son petit déjeuner dans le jardin depuis des années, depuis avant la maladie d'Aurélien. Depuis une époque que tout se rappelait comme celle où la maison respirait encore. Lucie prépara la table extérieure sans faire de commentaires. Une nappe blanche, du jus d'orange pressé, le pain brioché que Françoise cuisinait chaque matin et qui remplissait tout le rez-de-chaussée d'une odeur réconfortante. Lorsque Henriette sortit, appuyée sur sa canne, et vit la table dressée à côté des rosiers, elle s'arrêta. Elle regarda l'ensemble avec une expression que Lucie ne sut pas tout à fait qualifier. Ce n'était pas de la joie pure, c'était quelque chose de plus complexe. Le genre d'émotion qui apparaît lorsque l'on revient dans un endroit que l'on a aimé et que l'on découvre qu'on est encore capable d'éprouver quelque chose en le voyant. Aurélien a planté ses rosiers, dit Henriette à voix basse, presque pour elle-même, en s'asseyant lentement. Il disait que les rosiers étaient les seules plantes honnêtes du jardin, qu'il ne faisait pas semblant d'être ce qu'ils n'étaient pas. S'ils manquaient d'eau, il le montrait. S'ils étaient bien soignés, ils fleurissaient sans s'excuser. Lucie servit le café en silence. « Vous aussi, vous prenez bien soin de ce qui est à vous, n'est-ce pas ?» dit soudain Henriette, en la regardant avec des yeux qui voyaient clair. Lucie leva la tête. « J'essaie, » répondit-elle. « Comment s'appelle votre fille ?» La question arriva sans prévenir, directe et sereine. Lucie ne s'y attendait pas à ce moment-là. Elle tint la cafetière à 2 mains et répondit « Valentine ». Henriette répéta le prénom à voix basse, comme si elle en mesurait le son, comme si elle en cherchait le poids exact. « C'est un joli prénom », dit-elle finalement, fort, de ceux qui ne plient pas facilement. Puis elle prit son café et regarda les rosiers avec cette expression pensive qui, ces derniers jours, avait remplacé le regard perdu et éteint que le personnel ne connaissait que trop bien. Ce fut ce même après-midi que se produisit la première véritable fêlure entre Rodolphe et sa mère. Rodolphe avait passé la matinée au téléphone pour ses affaires depuis son bureau, mais sa concentration n'était qu'une apparence. Chaque fois qu'il entendait des pas dans le couloir, il levait les yeux. Chaque fois qu'il reconnaissait la voix tranquille de Lucie, répondant à une demande dans la maison, il se tendait d'une manière qu'il ne pouvait plus attribuer à de la simple méfiance. Marc Villeneuve avait appelé le matin même pour confirmer un détail supplémentaire qu'il avait trouvé dans ses recherches. Un petit détail, mais que Rodolphe avait passé des heures à tourner entre ses doigts comme une pierre brûlante. Le nom de famille de Valentine, la fille de Lucie, sur le seul registre scolaire où elle apparaissait, était uniquement celui de sa mère, Perrine. Aucun nom de père, aucune mention, un espace blanc qui, sur les documents officiels, ressemblait à une simple donnée manquante, mais qui pour Rodolphe, avec tout ce qu'il savait désormais, s'apparentait à un gouffre. En milieu d'après-midi, il descendit au salon et trouva sa mère assise sur le canapé, un livre ouvert sur les genoux qu'elle ne lisait manifestement pas. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre qui donnait sur le jardin. « J'ai besoin de te parler », dit Rodolphe en fermant la porte derrière lui. Henriette ne se tourna pas immédiatement. Quand elle le fit, il y avait dans son regard quelque chose qu'il connaissait bien, l'expression de celle qui sait déjà ce qui va suivre et a décidé de ne pas l'éviter. « Assieds-toi », dit-elle simplement. Rodolphe s'assit en face d'elle. Il chercha ses mots avec la même précision qu'il mettait à élaborer une stratégie en réunion. Mais les mots n'obéissaient pas de la même façon lorsque le cœur était engagé. « Sais-tu quelque chose sur Lucie ?» demanda-t-il enfin. « Quelque chose que j'ignorais ?» Le silence qui suivit avait une texture presque palpable. « Qu'est-ce que toi tu sais, Rodolphe ?» répondit sa mère. Et l'usage de son prénom, si direct et si rare de sa part, le toucha d'une manière inattendue. « Je sais d'où elle vient ?» dit-il avec précaution. « Je connais le nom du village. » Henriette ne sourcilla pas. « Et cela te dit quelque chose ?» demanda-t-elle. « Cela me dit trop de choses, » répondit-il, d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Ou peut être rien. Je ne sais pas. C'est pour cela que je te le demande. » La vieille dame ferma le livre sur ses genoux avec un calme qui avait toujours semblé injuste à Rodolphe,
ce calme qu'elle manifestait précisément lorsque les situations devenaient les plus difficiles, comme si elle avait appris à respirer plus lentement au moment même où le monde s'accélérait. « Il y a des choses que les gens portent seuls pendant très longtemps », dit Henriette. « Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que personne ne leur offre un endroit sûr où les déposer. » Elle fit une longue pause. « Lucie m'a dit quelque chose l'autre jour que je ne te répéterai pas, non pas parce que c'est un secret dirigé contre toi, mais parce qu'il y a des vérités que chacun doit découvrir en son temps et selon son propre chemin. »« Maman, » dit Rodolphe, et il y avait dans sa voix une vulnérabilité réelle, débarrassée de tout phare d'homme d'affaires. « S'il y a quelque chose que je devrais savoir, il y a beaucoup de choses que tu devrais savoir. » L'interrompit sa mère avec une douceur qui blessait plus que n'importe quel reproche. « Cela fait des années que tu ne viens dans cette maison que pour vérifier des comptes et signer des papiers. Cela fait des années que tu regardes à travers moi au lieu de me regarder. » Sa voix ne monta pas d'un ton, ne trembla pas. C'était pire. Elle était tout à fait sereine. « Ton père est parti, Rodolphe, et au lieu de nous rapprocher, chacun est parti de son côté pour porter ce fardeau en solitude. Moi dans cette maison, toi dans tes affaires. Et nous en sommes restés là, sans nous parler vraiment, sans nous poser de vraies questions, jusqu'à ce qu'une inconnue arrive pour essuyer les larmes que nous n'avons pas su sécher l'un chez l'autre. » Le silence qui s'abattit après ces mots fut total. Rodolphe ne répondit pas, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il ne le pouvait pas. Sa mère venait d'exprimer à voix haute ce qu'il savait lui-même depuis des années et qu'il avait choisi d'ignorer avec une application presque professionnelle. Henriette le regarda avec des yeux à la fois fatigués et lucides. « Je ne t'en veux pas, mon fils, » dit-elle enfin. Et dans ce mot, « mon fils », il y avait une tendresse qu'il n'avait pas entendue depuis si longtemps qu'elle lui fit presque mal. « Je te dis que nous avons encore le temps, tous les deux. Mais pour cela, tu dois cesser d'enquêter sur les gens et commencer à te regarder toi-même. » Rodolphe sentit quelque chose céder dans sa poitrine, pas brusquement, mais doucement, comme de la glace qui fond sous l'effet du printemps. Il se leva, marcha vers la fenêtre, et, dehors dans le jardin, il vit ce qu'il ne s'attendait pas à voir. Lucie débarrassait les tasses du petit déjeuner resté sur la table extérieure, et à côté d'elle, assise sur la chaise où Henriette s'était tenue le matin même, se trouvait une petite fille aux cheveux sombres et bouclés qui dessinait dans un cahier avec la concentration totale de quelqu'un engagé dans une tâche importante. Rodolphe retint son souffle. L'enfant leva les yeux de son cahier à cet instant, comme si elle avait senti qu'on la regardait, et porta son regard directement vers la fenêtre où il se tenait. Et Rodolphe de la Roche, homme d'affaires aguerri qui croyait avoir tout vu, sentit le sol se dérober sous ses pieds, car les yeux de cet enfant, la forme de sa mâchoire, sa posture droite et sa façon si particulière de tenir son crayon entre ses doigts étaient exactement semblables à la manière dont son propre père l'avait toujours tenu, exactement de la même façon que lui-même le faisait depuis l'enfance. Un geste si spécifique et si intime qu'il ne l'avait jamais observé chez personne d'autre au monde. Tout se recoupait. Le village, l'époque, l'absence de nom de famille, les mots murmurés que sa mère avait refusé de répéter. Tout s'organisait en une seconde à la fois dévastatrice et évidente. Rodolphe posa sa main ouverte contre la vitre, comme s'il avait besoin d'un appui solide pour ne pas vaciller. Derrière lui, sans se retourner, sa mère parla une dernière fois. « Parfois, la vie nous renvoie ce que nous avons laissé partir un jour, » dit Henriette d'une voix très douce. « La question n'est pas de savoir si tu le mérites ou non. La question est, que vas-tu faire maintenant que tu ne peux plus détourner le regard ?» Rodolphe resta longtemps sans bouger à la fenêtre. L'enfant dans le jardin était retournée à son cahier, totalement inconsciente du bouleversement qu'elle venait de provoquer sans le vouloir. Lucie rangeait les tasses avec des mouvements paisibles, sans lever les yeux vers la fenêtre, sans montrer le moindre signe indiquant qu'elle se savait observée. Mais Rodolphe était certain qu'elle le savait. Cette certitude le troublait presque autant que tout le reste. Derrière lui, sa mère avait repris son livre avec ce calme qu'il comprenait désormais différemment. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était le calme de quelqu'un qui avait attendu longtemps un moment inévitable et qui, lorsqu'il arrivait enfin, n'avait plus besoin de le précipiter. Sa mère savait depuis quand, il ne pouvait le déterminer, mais elle savait et avait choisi d'attendre qu'il parvienne de lui-même au bord de cette vérité. Rodolphe s'éloigna de la fenêtre sans un mot de plus. Il monta dans sa chambre, ferma la porte et s'assit sur le bord du lit, les coudes sur les genoux et la tête entre les mains. Il avait besoin de réfléchir, mais la réflexion était difficile lorsque le cœur battait ainsi. Il y avait une époque que Rodolphe avait enfouie avec une efficacité qu'il avait lui-même confondue avec de la force.
Des années auparavant, bien avant que son nom n'apparaisse dans les pages financières, bien avant que le manoir de Valfleury ne devienne le lieu de retraite de sa mère, Rodolphe avait passé du temps loin de la ville. Un séjour que ses parents appelaient son voyage de formation, sur lequel son père Aurélien avait insisté avant de l'intégrer officiellement aux affaires familiales. Un temps pour connaître la vie réelle, avait dit son père, pour comprendre que la vie ne commence ni ne se termine dans un bureau. Rodolphe était arrivé dans ce petit village au toit d'ardoise presque par hasard, en suivant un itinéraire conseillé par un compagnon de route. Il y était resté plus longtemps que prévu, des semaines devenant des mois. Et dans ce village, dans ce temps suspendu entre ce qu'il était et ce qu'il allait devenir, il avait rencontré une jeune fille qui étudiait au lycée local, avec une détermination qui lui avait semblé admirable et touchante à la fois. Une jeune fille aux cheveux sombres et au regard direct qui ne baissait les yeux devant personne. Ils s'étaient rencontrés, s'étaient découverts sincèrement, de cette manière profonde qui n'existe que lorsque deux personnes n'ont pas encore appris à se protéger tout à fait. Ils avaient partagé des mois d'une honnêteté que Rodolphe n'avait jamais retrouvée par la suite dans ses affaires, ni dans ses relations ultérieures. Et puis Aurélien avait appelé. Les entreprises avaient besoin du fils, la famille réclamait l'héritier. L'avenir ne pouvait plus attendre dans un village de province dont personne n'avait entendu parler. Rodolphe était parti, pas brusquement, pas avec une cruauté délibérée, mais il était parti avec des promesses que le temps avait effacées et avec la lâcheté silencieuse de celui qui choisit de ne pas regarder en arrière, parce que regarder en arrière implique un prix qu'il n'est pas disposé à payer. Il n'avait jamais su si elle avait tenté de le contacter. À cette époque, il n'était pas si simple de retrouver quelqu'un qui ne souhaitait pas être retrouvé. Et lui, au fond de lui-même, dans ce recoin sombre où l'on garde les vérités inavouables, n'avait rien fait pour faciliter ce contact. Des années plus tard, lorsque le poids de cette décision réapparaissait au cours d'une nuit blanche, Rodolphe le repoussait par le travail, par des réunions, en se racontant qu'il était trop jeune alors, qu'il n'avait pas eu le choix, que les circonstances l'avaient dépassé. Mais assis à présent sur le bord de ce lit, avec l'image de Valentine gravée dans l'esprit, ses explications s'effondraient comme un château de cartes. Il avait eu le choix, il l'avait toujours eu, et il avait mal choisi. Le lendemain matin, Rodolphe descendit plus tôt que d'habitude. Il s'assit dans la cuisine pendant que Françoise préparait le petit déjeuner et attendit avec une patience qu'il n'avait pas, mais qu'il s'efforça de feindre. Lorsqu'il entendit le bruit familier du chariot de nettoyage dans le couloir, il se leva. Lucie entra dans la cuisine pour prendre le matériel du matin et l'y trouva debout. Cette fois, il n'y eut pas de distance calculée ni d'attitude de patron. Rodolphe était simplement là, près de la table, une tasse de café entre les mains, avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. Ce n'était pas l'expression de l'homme qui interroge, c'était celle de l'homme qui avait enfin cessé de le faire. « Hier, j'ai vu votre fille dans le jardin, » dit Rodolphe. Lucie ne répondit pas tout de suite. Elle posa son chariot près de la porte et le regarda. « Je sais, » dit-elle. « Elle me l'a dit. Elle m'a dit qu'un monsieur la regardait depuis la fenêtre du haut. » Rodolphe ressentit la portée de ces mots simples. Un monsieur, rien de plus, rien de moins. Une enfant qui ne savait rien regardant un homme qui, soudain, en savait trop. « Pourquoi l'avoir amenée ici ?» demanda-t-il, d'une voix sans dureté, dénuée d'accusation. « La garderie de son quartier a fermé hier pour travaux, » répondit Lucie. « Je n'avais nulle part où la laisser. Votre mère m'a dit qu'il n'y avait aucun problème à ce qu'elle vienne. » Sa mère, Henriette, avait autorisé la présence de Valentine au manoir. Rodolphe intégra cela en silence. Sa mère, qui connaissait ou devinait la vérité, avait ouvert la porte de cette maison à cet enfant sans le consulter, pas par mégarde. Henriette ne faisait rien par mégarde. « Lucie », dit Rodolphe, et c'était la première fois qu'il utilisait son prénom directement, sans le formalisme du « vous » ni la distance de l'employeur. « Je dois vous demander quelque chose, et je veux que vous sachiez que je ne vous le demande pas en tant que propriétaire de cette maison. Je vous le demande comme… » Il s'arrêta. Il chercha le mot juste et ne le trouva pas. « Je vous le demande parce que j'ai besoin de savoir la vérité. » Lucie le regarda longuement, de ses yeux droits qui ne fuyaient rien. « Quel âge a Valentine ?» demanda Rodolphe. Le silence qui s'ensuivit était de ceux qui changent le cours des choses. Lucie ne répondit pas immédiatement. Elle prit une inspiration lente, et lorsqu'elle parla, sa voix fut tout à fait calme, sans drame, sans larmes, avec la sérénité de quelqu'un qui avait préparé ce moment dans sa tête depuis si longtemps qu'elle n'avait plus l'énergie d'en faire une mise en scène. « L'âge que vous avez déjà calculé, » dit-elle simplement. Le café dans la tasse de Rodolphe refroidit.
Il ne s'en rendit pas compte. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» demanda-t-il, d'une voix qui n'était plus qu'un murmure. « Dans cette maison, pour ce travail précis. Pourquoi ici ?» Lucie prit une inspiration. « Parce que Valentine m'a demandé un jour si elle avait une grand-mère, dit-elle, et je n'ai pas su quoi lui répondre. » Elle fit une pause brève mais intense. « Je ne suis pas venue pour réclamer quoi que ce soit. Je ne suis pas venue pour faire du mal. Je suis venue parce que ma fille a une grand-mère qui ignore son existence. Et j'ai pensé qu'au moins l'une des dettes du passé pouvait être réglée sans que cela n'ait besoin de tout détruire. » Rodolphe sentit quelque chose se briser en lui avec une netteté totale. Ce ne fut pas un effondrement bruyant, ce fut pire. La prise de conscience silencieuse de l'ampleur de ce qu'il avait laissé derrière lui, sans un regard. « Et moi ?» demanda-t-il, et dans cette question de 2 mots se trouvaient des années de non-dits. Lucie le regarda avec une expression qui n'était ni de la haine, ni de la rancœur, mais quelque chose de bien plus difficile à soutenir, une honnêteté brute et sans phare. « Vous, » dit Lucie, « vous êtes une décision que Valentine devra prendre lorsqu'elle sera assez grande pour comprendre ce que cela signifie. Je n'ai pas à la prendre pour elle. » Rodolphe passa le reste de la matinée dans le jardin. Sans but apparent, il resta simplement assis sur l'un des bancs de pierre à côté des rosiers que son père avait plantés, regardant sans voir, essayant d'assimiler la situation. Ce fut Valentine qui s'approcha. Elle arriva avec son cahier sous le bras et s'assit à l'autre bout du banc avec cette simplicité propre aux enfants qui n'ont pas encore appris à mesurer les distances sociales. Elle le regarda sans aucune gêne. « Vous êtes le fils de la dame d'ici » demanda-t-elle directement. Rodolphe la regarda de près. C'était encore plus saisissant. Ses yeux, cette posture. « Oui » répondit-il. « Elle parle de vous » dit Valentine tout à fait naturellement, en ouvrant son cahier. « Elle dit que vous travaillez beaucoup. Elle t'a dit cela ?»« Elle m'a dit que ceux qui travaillent beaucoup oublient parfois les choses importantes. » répondit la fillette avec la précision désarmante de l'enfance. « Mais que ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est parce qu'ils ont eu peur de quelque chose et qu'ils n'ont pas su comment s'arrêter. » Rodolphe resta sans voix pendant plusieurs secondes. Valentine dessinait déjà, indifférente à l'effet que ces mots venaient de produire chez l'homme assis à côté d'elle. Elle dessinait avec cette concentration totale qu'il lui connaissait désormais, le crayon se déplaçant avec une assurance surprenante pour son âge, la tête légèrement penchée vers la droite, exactement de la même manière qu'il penchait la sienne lorsqu'il se concentrait, exactement comme Aurélien l'avait fait toute sa vie. Rodolphe regarda ce profil petit et sérieux et sentit ses yeux se remplir de larmes qu'il s'interdisait depuis des années. Il ne les retint pas. Cette fois, une larme coula lentement sur sa joue et il ne fit rien pour l'essuyer. « Comment s'appelle ton dessin ?» demanda-t-il, d'une voix un peu altérée. Valentine l'observa un instant puis revint à son cahier. « Il n'a pas encore de nom, dit-elle. Les dessins importants n'ont pas de nom tant qu'ils ne sont pas finis. » Rodolphe hocha doucement la tête. « C'est une bonne règle, » murmura-t-il. Valentine le regarda du coin de l'œil avec une expression qui, pendant un instant rapide et marquant, fut exactement la même que celle qu'avait Aurélien lorsque quelque chose lui convenait, mais qu'il préférait ne pas le dire à voix haute pour ne pas gâcher l'instant. Et Rodolphe de la Roche, qui avait bâti des projets importants et surmonté des épreuves qui en auraient découragé plus d'un, resta assis sur ce banc de pierre, à côté d'une enfant qui ignorait qui il était pour elle, pleurant en silence au milieu des rosiers que son père avait plantés de ses mains. À l'intérieur du manoir, derrière la vitre du salon, Henriette observait la scène, les mains jointes, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Ce soir-là, le manoir de Val-Fleury s'endormit plus tôt que d'habitude. Françoise rangea la cuisine. Étienne ferma les grilles du jardin, et le personnel se retira un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les lumières tamisées des couloirs et le bruit familier de la maison dans l'obscurité. Henriette s'était retirée dans sa chambre après le dîner sans dire grand-chose, mais d'un pas plus léger. Comme si cet après-midi dans le jardin, à observer son fils pleurer aux côtés d'une enfant qui ignorait encore qu'elle était sa petite-fille, avait desserré un nœud qui lui serrait la poitrine depuis des années. Rodolphe ne dormit pas. Il resta dans le bureau, sous une lumière tamisée, devant le bureau de son père, entouré des livres et des objets qu'Aurélien avait touchés pendant des décennies. Il y avait un stylo sur le bureau, que son père utilisait pour signer les documents importants, non pas parce que c'était nécessaire à l'ère du numérique, mais parce qu'Aurélien pensait que les choses importantes méritaient le poids d'un geste physique. « Une signature est une promesse », disait-il toujours, « et les promesses ne se font pas d'un simple clic. » Rodolphe prit le stylo entre ses doigts. Il le tint exactement comme son père le tenait,
exactement comme Valentine tenait son crayon l'après-midi même dans le jardin. Il ferma les yeux. Il y avait une transmission de gestes qui voyageait de génération en génération, sans demander de permission, sans se soucier des distances, des silences ni des années perdues. Une transmission qu'il avait tenté d'ignorer et qui, cet après-midi-là, sur ce banc de pierre, lui avait prouvé que tenter de l'ignorer était aussi vain que de vouloir retenir l'eau entre ses mains. Valentine existait, elle existait depuis des années, et il n'avait pas été là. Cette vérité n'avait pas d'excuse qui puisse la rendre plus légère. Il l'avait examinée sous tous les angles pendant des heures et revenait toujours au même point. Il y avait une enfant dans ce monde qui portait son sang, qui avait ses gestes, qui dessinait avec la même inclinaison de tête, et il avait été absent de chacun de ses jours, non pas par ignorance, mais par une lâcheté déguisée en circonstances. Lucie revint le lendemain matin avec Valentine à nouveau. La garderie était toujours fermée et Henriette avait insisté personnellement, par l'intermédiaire de Françoise, pour que l'enfant reste au manoir le temps nécessaire. Lucie avait hésité, non pas par manque de confiance envers la vieille dame, mais parce que la situation devenait plus complexe qu'elle ne l'avait prévu lorsqu'elle avait pris la décision de venir travailler dans cette maison. Elle avait anticipé beaucoup de choses avant de faire ce choix. Elle avait pensé aux risques, aux réactions possibles, aux différents scénarios, mais elle n'avait pas prévu la rapidité avec laquelle les choses se dérouleraient. Elle n'avait pas prévu que, si vite, la vérité trouverait ses propres chemins sans attendre de consignes. Valentine entra dans le manoir son cahier sous le bras et salua Françoise avec cette petite politesse sérieuse que la cuisinière trouvait déjà tout à fait charmante. Françoise lui avait préparé un chocolat chaud et une tartine de pain brioché. Et Valentine l'accueillit avec une grâce naturelle qui toucha la cuisinière dès que l'enfant se dirigea vers le couloir. « Cet enfant », murmura Françoise pour elle-même, les yeux brillants. « Elle a quelque chose qui ne s'apprend pas. » Ce que Françoise ignorait, c'est qu'Henriette, qui était descendue discrètement et se tenait sur le seuil de la salle à manger, avait entendu cette remarque et l'avait accueillie avec une expression mêlant la fierté la plus profonde aux souvenirs de douleurs anciennes, dans cette proportion particulière que connaissent ceux qui aiment ce qu'ils ne peuvent encore tout à fait appeler leur. Rodolphe retrouva sa mère dans le jardin avant midi. Henriette était assise sur le banc de pierre où il s'était tenu la veille avec Valentine. Elle avait les mains posées sur ses genoux et regardait les rosiers avec cette attention qu'elle accordait aux choses qu'elle voulait retenir. Rodolphe s'assit à ses côtés. Il n'y eut pas de préambule, pas de recherche de mots, il s'assit simplement et laissa le silence s'installer entre eux pour la première fois depuis des années. Un silence honnête, plutôt qu'un silence de fuite. « Depuis quand le sais-tu » demanda-t-il enfin. Henriette ne fit pas semblant de ne pas comprendre la question. « Depuis le premier jour où je l'ai vu, » répondit-elle calmement, « il y a des détails qu'une mère reconnaît, et il y a des gestes que le sang répète, peu importe le temps qui a passé. » Rodolphe réfléchit en silence. « Et tu ne comptais rien me dire ?» Sa mère le regarda avec cette sérénité qu'il n'interprétait plus désormais comme de la froideur, mais comme ce qu'elle avait toujours été, une forme d'affection qui ne savait pas s'adapter au format qu'il attendait d'elle. « Il y a des vérités que l'on n'accepte pas si elles nous sont données, » dit Henriette. « Mais si on les découvre soi-même, on ne peut plus les ignorer. » Elle fit une pause. « Tu avais besoin de découvrir cela par toi-même. »« Maman, » dit Rodolphe, et sa voix se brisa légèrement sur ce seul mot d'une manière qu'il ne chercha pas à cacher. « Comment vais-je réparer cela ?» Le silence qui suivit fut long. Les rosiers bougèrent doucement sous le vent. Quelque part dans le manoir, on entendit le rire clair de Valentine, répondant à quelque chose que Françoise lui avait dit dans la cuisine. Se sont parvints jusqu'au jardin et s'installa entre eux comme une réponse qu'aucun d'eux n'avait formulée avec des mots. « Commence par cesser de te demander si tu le peux, » dit enfin Henriette, « et commence par agir. » Ce fut cet après-midi-là qu'il se passa une chose que personne au manoir de Valfleury n'avait vu venir. Rodolphe entra dans le salon où Valentine dessinait seule, assise par terre, le cahier ouvert et plusieurs crayons dispersés autour d'elle dans ce désordre organisé qui n'a de sens que pour celui qui crée. Il s'arrêta à la porte. L'enfant leva les yeux. « Je peux voir ?» demanda Rodolphe. Valentine l'étudia un instant avec ce regard d'évaluation qui le désarmait à chaque fois. « Ce n'est pas encore fini, » dit-elle. « Ce n'est pas grave. » Après un moment de réflexion, la fillette tourna le cahier vers lui. C'était un dessin du jardin, des rosiers, du banc de pierre, de la lanterne de l'allée, et sur le banc, deux silhouettes, une grande et une petite, assises ensemble avec l'espace exact qu'elles avaient gardé la veille. Rodolphe sentit sa gorge se serrer. « C'est nous ?» demanda-t-il d'une voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Valentine le regarda avec cette expression directe qui lui était à la fois familière et nouvelle. « Vous pleuriez, »
dit l'enfant avec simplicité, sans méchanceté, comme si elle décrivait un fait ordinaire. Je l'ai vue, même si j'ai fait semblant de ne pas remarquer. Elle fit une petite pause. Ma maman pleure aussi parfois quand elle croit que je ne la regarde pas. Les grands s'imaginent que les enfants ne se rendent pas compte des choses importantes. Mais si, on s'en rend compte, c'est juste qu'on ne dit rien parce qu'on ne sait pas si on a le droit. Rodolphe s'assit lentement sur le fauteuil le plus proche. Ses jambes ne semblaient plus vouloir le porter devant cette vérité à la fois si simple et si immense. « Valentine », dit-il, et prononcer son prénom lui parut d'une grande importance. « Ta maman te parle de ton papa ?» L'enfant ne se troubla pas. Elle baissa les yeux sur son cahier un instant, puis les releva avec cette franchise désarmante. « Elle me dit que c'est une histoire compliquée, » répondit-elle, « que certaines histoires ont besoin de temps pour être bien racontées. » Elle reprit son crayon. Je lui ai dit que ça ne me faisait rien si c'était compliqué, qu'elle pouvait me la raconter quand même s'il manquait des morceaux, mais elle a dit que les histoires auxquelles il manque les morceaux importants font plus de mal que de bien. Rodolphe ressentit la justesse de ses propos. « Et toi, qu'en penses-tu » demanda-t-il. Valentine traça une ligne avec soin avant de répondre. « Je pense que si une personne existe, » dit-elle avec la logique des enfants qui n'ont pas encore appris à farder les vérités, « alors son histoire existe aussi, même si personne ne la raconte, et que tôt ou tard, les histoires trouvent le moyen de se raconter toutes seules. » Le silence qui s'ensuivit modifia l'atmosphère de la pièce. Rodolphe regarda cet enfant durant un long moment. Il regarda ses petites mains s'activer sur le papier avec une tranquille assurance. Il regarda l'inclinaison de sa tête. Il regarda sa façon de tenir le crayon et prit une décision. Il ne l'exprima pas à voix haute. Il ne fit aucun geste théâtral. Il la prit simplement dans le silence de ce salon, avec la clarté et la résolution avec lesquelles on prend les décisions que l'on sait justes, même si elles arrivent tard. Ce soir-là, Rodolphe appela Lucie avant qu'elle ne parte. Il la trouva dans le local technique, en train de ranger son chariot à la fin de sa journée. Valentine attendait dans le hall, son sac à dos sur les épaules, relisant son cahier avec patience. « Lucie » dit Rodolphe. Elle se retourna. Rodolphe n'avait pas préparé de discours. Il n'avait pas de plan d'homme d'affaires ni de stratégie de négociation. Il n'avait que la vérité simple d'un homme qui avait enfin cessé de se fuir. « Je n'ai pas de mots pour m'excuser à la hauteur de ce que je vous dois, » dit-il. « Je le sais, et je ne vais pas essayer de réparer avec des phrases ce que seul le temps et les actes peuvent prouver. » Il fit une pause. « Mais j'ai besoin que vous sachiez que ce que j'ai fait, partir de cette manière, ne pas avoir eu le courage de vous chercher, ne pas avoir été là, cela n'avait pas de lien avec vous. C'était lié à ma propre peur. Et porter cette peur sur votre vie et sur celle de Valentine est une chose avec laquelle je vais devoir vivre. » Lucie l'écouta sans l'interrompre. Ses yeux restèrent fixés sur les siens. Quand Rodolphe eut fini, il y eut un silence réel, sans gêne ni tension. « Je ne suis pas venu chercher des excuses, » dit enfin Lucie. « Je suis venu parce que Valentine a le droit de savoir d'où elle vient. Elle a le droit de connaître sa grand-mère, d'avoir une histoire complète, même si cette histoire comporte des parts de douleur. » Elle fit une brève pause. « Ce qui découlera de cela, si quelque chose en découle, ne dépend ni de vous ni de moi. Cela dépendra d'elle quand le moment sera venu. » Rodolphe acquiesça lentement. « Me donnerez-vous cette chance ?» demanda-t-il. « Me permettrez-vous d'être présent lorsque ce moment viendra ?» Lucie l'observa pendant un temps qui sembla suspendu. « Cela, dit-elle finalement, dépendra de ce que vous ferez à partir de maintenant, pas de ce que vous dites. » Et dans cette réponse, tout était dit. La condition, la possibilité, la porte entr'ouverte et l'avertissement que personne ne la tiendrait ouverte indéfiniment. Rodolphe acquiesça à nouveau sans rien ajouter, car il n'y avait plus rien à dire. Lucie prit son chariot et sortit dans le couloir. Rodolphe entendit ses pas s'éloigner vers le hall. Il entendit la petite voix de Valentine poser une question. Il entendit la réponse tranquille de sa mère. Puis il entendit la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer, et il resta seul dans le local technique, au milieu des balais et des produits d'entretien, à l'endroit le plus simple de cette immense demeure, avec le sentiment que c'était la première fois depuis des années qu'il se trouvait exactement là où il devait être. Là-haut, dans sa chambre, Henriette éteignit sa lampe de chevet et, avant de fermer les yeux dans l'obscurité paisible de sa pièce, murmura des mots si bas qu'elle seule put les entendre. Elle s'adressait à la chaise vide, à l'autre bout de la pièce, à Aurélien, à l'homme qui avait planté les rosiers et cru jusqu'au bout que les familles séparées pouvaient se reconstruire si quelqu'un avait le courage d'en prendre soin. « C'est commencé, Aurélien » murmura-t-elle. « C'est commencé.
Il y avait un coffret en bois dans l'armoire d'Henriette que personne n'avait ouvert depuis des années. Ce n'était pas un coffret grand ou remarquable. C'était de ces boîtes simples où l'on garde ce que l'on ne peut se résoudre à jeter, sans savoir non plus comment le regarder à nouveau. De vieilles photos, des lettres jaunies, de petits objets qui avaient représenté quelque chose de précieux et que le temps avait transformé en souvenir d'une vie passée. Ce matin-là, Henriette le sortit de l'armoire, s'assit sur le bord de son lit, le coffret sur les genoux et l'ouvrit lentement, comme s'il contenait un objet fragile qui risquait de se briser au moindre mouvement brusque. À l'intérieur se trouvaient des photographies de Rodolphe enfant. Rodolphe apprenant à marcher. Rodolphe avec Isper dans le jardin en train de planter les rosiers. Rodolphe le jour de son baccalauréat, affichant ce sourire timide qu'il avait ensuite appris à dissimuler derrière l'expression sérieuse de l'homme d'affaires. Et sous toutes ces photos, enveloppées dans un mouchoir de soie, il y avait une lettre qu'Aurélien avait écrite avant de mourir et qu'il avait demandé à Henriette de conserver jusqu'au moment opportun. « Tu sauras quand le moment sera venu », lui avait-il dit d'une voix déjà affaiblie, mais toujours ferme sur les sujets essentiels. « Tu sauras quand notre fils aura besoin d'entendre cela ». Henriette déplia le mouchoir de ses mains tremblantes. Elle lut la lettre en silence, bien qu'elle la connût par cœur. Elle l'avait lue tant de fois en secret durant ces années de solitude que les mots s'étaient gravés en elle. Lorsqu'elle eut fini sa lecture, elle ferma les yeux. « C'est le moment, Aurélien » murmura-t-elle. « C'est le moment ». Ce même matin, Rodolphe avait pris une décision inattendue pour le fonctionnement du domaine. Il annula tous ses rendez-vous de la semaine. Marc Villeneuve manqua de laisser tomber son téléphone en entendant la consigne. Depuis toutes les années qu'il travaillait pour Rodolphe de la Roche, il ne l'avait jamais vu annuler un seul rendez-vous d'importance, et encore moins une semaine entière de travail. « Tu es sûr ?» demanda Marc avec prudence. « La réunion avec les investisseurs étrangers est essentielle. Ils l'attendent depuis des mois. »« Qu'ils attendent encore un peu ?» répondit Rodolphe avec un calme inhabituel. « Il y a des choses plus importantes que les affaires. J'ai mis du temps à le comprendre, mais maintenant je le sais. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Rodolphe, » dit Marc avec la familiarité d'un ami de longue date. « Est-ce que tu vas bien ?»« Non, » répondit Rodolphe avec franchise. « Mais je vais le surmonter, pour la première fois depuis longtemps. Je vais essayer de le surmonter sincèrement. » Il raccrocha avant que Marc ne puisse ajouter quoi que ce soit. Il resta debout dans le bureau, devant la table de son père, regardant le stylo qu'il avait tenu l'autre nuit. Il le prit à nouveau, et cette fois, ne le considéra pas comme un témoin du passé, mais comme un instrument du présent. Lucie arriva au manoir ce matin-là, sans Valentine. La garderie avait rouvert, et la fillette avait repris sa routine habituelle. Lucie entra par l'accès de service comme chaque jour, salua Françoise avec sa courtoisie habituelle, et prépara son chariot en silence. Mais Françoise, qui avait appris à observer les personnes au cours de ses décennies de service dans cette maison, remarqua un changement subtil chez Lucie ce matin-là. Une légère tension dans les épaules, des mouvements plus lents, plus mesurés, comme si elle marchait sur un sol fragile. « Tout va bien, ma petite ?» demanda la cuisinière tout en pétrissant la pâte du matin. Lucie leva les yeux et esquissa un léger sourire. « Tout va bien, Françoise. » Mais ce n'était pas tout à fait le cas, car la veille, Valentine lui avait posé une question que Lucie savait inévitable, mais qui l'avait néanmoins surprise. « Maman, le monsieur de la grande maison me regardait comme ça parce qu'il sait qui je suis ?» Lucie avait senti le temps s'arrêter à cette question. Elle avait respiré lentement, avait regardé sa fille dans les yeux et avait répondu avec la seule vérité qu'elle pouvait lui donner à ce moment-là. « Je ne sais pas, mon amour, mais si un jour tu as besoin de le savoir, je te raconterai tout quand le moment sera venu. » Valentine avait hoché la tête avec sa petite gravité habituelle. Elle n'avait pas pleuré, n'avait pas insisté, mais quelque chose dans son regard avait changé, comme si une part de son enfance avait fait un pas en avant sans demander la permission. C'est en milieu de matinée qu'Henriette appela Rodolphe dans sa chambre. Rodolphe monta les escaliers le cœur battant de façon inhabituelle. Sa mère ne l'appelait jamais dans sa chambre. C'était son espace privé, son refuge, le seul endroit du manoir où elle s'autorisait à être pleinement elle-même, dépouillée de son rôle de Madame de la Roche. Il entra. Henriette était assise dans son fauteuil près de la fenêtre, le coffret en bois posé sur ses genoux. « Ferme la porte », dit-elle sans préambule. Rodolphe obéit. Il s'approcha lentement, regarda le coffret et reconnut certaines des photographies qui en dépassaient. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Ton passé », répondit Henriette avec sa clarté habituelle. « Et ton avenir, si tu décides de l'accepter. »
Elle lui tendit la lettre enveloppée dans le mouchoir de soie. Rodolphe la prit d'une main peu assurée. Il déplia le mouchoir, reconnut l'écriture de son père, cette graphie penchée et soignée qui avait signé tant de documents importants et qui s'affichait désormais sur une lettre qu'il n'avait jamais vue. Et au fil de sa lecture, quelque chose en lui commença à se défaire et à se reconstruire simultanément. La lettre était courte. Aurélien n'avait jamais été un homme de longs écrits, mais chaque mot dans cette lettre avait du poids. « Rodolphe, si tu lis ces lignes, c'est que ta mère a jugé que le moment était venu. Et si tu connais ta mère aussi bien que je le crois, tu sais qu'elle ne se trompe pas sur ces sujets. Il y a une erreur que j'ai commise et que je regrette de ne pas avoir réparée quand j'en avais l'occasion. Je t'ai demandé de revenir de ce village parce que les affaires de la famille l'exigeaient. C'était vrai, mais il était également vrai que j'avais peur de te perdre dans un endroit si éloigné de tout ce que nous connaissions. J'avais peur que tu t'y installes et que notre famille perde son fils unique. Cette crainte m'a poussé à insister, et cette insistance t'a conduit à prendre des décisions que tu ne souhaitais probablement pas. Je ne sais pas ce que tu as laissé derrière toi lors de ce séjour. Tu ne m'en as jamais parlé et je ne t'ai jamais posé la question. Mais je connais mon fils, et je sais qu'il y a des choses qui te pèsent, des fardeaux que tu portes seul parce que tu as cru que c'était ton devoir. Si un jour la vie te donne l'occasion de réparer ce qui a été brisé, ne la laisse pas passer. Les affaires peuvent attendre, l'argent se remplace, mais pas les personnes. Et les occasions de bien agir ne se répètent pas indéfiniment. Sois courageux, mon fils. Pas de cette bravoure aisée dont on fait preuve dans une salle de réunion. Sois courageux de cette manière difficile qui consiste à l'être avec le cœur. Ton père qui t'aime, Aurélien. Rodolphe acheva sa lecture, les yeux embués de larmes qu'il ne chercha pas à retenir. Il leva les yeux vers sa mère. Henriette le regardait avec une expression où se mêlaient la peine et l'espoir. « Il savait », murmura Rodolphe, la voix brisée. « Il n'en connaissait pas les détails », répondit Henriette. « Mais il te connaissait et savait que tu avais laissé quelque chose d'important quelque part. » Elle fit une pause. « Il a écrit cette lettre des années avant de mourir. Je l'ai gardée jusqu'à présent parce que tu n'étais pas prêt à la recevoir avant aujourd'hui. » Rodolphe plia la lettre d'une main tremblante, la serrant contre sa poitrine comme le seul repère stable dans un moment de grand changement. « Maman, dit-il enfin, j'ai besoin que tu me dises une chose. J'ai besoin de savoir ce que Lucie t'a dit ce premier soir. Les mots qu'elle t'a murmurés à l'oreille. » Le silence s'installa. Henriette prit une profonde inspiration. Et alors, pour la première fois depuis que cette histoire avait commencé, elle révéla le secret qu'elle avait préservé depuis cette nuit de pluie. « Elle m'a dit, commença-t-elle d'une voix calme mais émue, « Vous n'êtes pas seul, Aurélien est toujours là, dans chaque rosier qu'il a planté, dans chaque recoin de cette maison qu'il a aimée, et dans la petite fille que vous ne connaissez pas encore, mais qui a ses yeux, ses mains et sa façon de regarder le monde comme s'il méritait qu'on en prenne soin. » Rodolphe ressentit un profond bouleversement. « Elle savait, murmura-t-il. Elle savait qui tu étais. Elle savait qui j'étais. Et elle est venue malgré tout. Elle est venue parce que c'est une femme courageuse, dit Henriette. De ce courage dont ton père parlait dans sa lettre, le courage du cœur. » Ses yeux se remplirent de larmes pour la première fois au cours de cette conversation. « Elle est venue me rendre ce que je croyais perdu à jamais. Elle est venue me dire que j'ai encore une famille, qu'il y a encore un avenir, et que les erreurs passées ne doivent pas déterminer tout ce qui suit. » Rodolphe s'assit. Tout s'expliquait désormais. Chaque attitude, chaque mot, chaque instant de cette histoire qui avait débuté par une vieille femme pleurant seule à table et une employée qui avait osé franchir la ligne que personne d'autre ne franchissait. Ce n'était pas le fruit du hasard, rien n'avait été fortuit. Lucie était venue avec une intention, et cette intention n'était pas la vengeance ou le griffe. C'était quelque chose de plus constructif. La considération, le soin apporté à autrui, ce genre d'attention qui protège même lorsque c'est difficile. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda Rodolphe. Et dans cette question résidait toute l'incertitude d'un homme, qui, pour la première fois depuis des années, se retrouvait sans plan établi. Henriette se leva doucement de son fauteuil, s'approcha de son fils et posa une main sur son épaule avec une affection qu'elle ne lui avait pas montrée depuis longtemps. « À présent, dit-elle, tu fais ce que ton père t'a demandé de faire dans cette lettre. Tu te montres courageux de la manière la plus exigeante. » Cet après-midi-là, Rodolphe se rendit dans le quartier où résidaient Lucie et Valentine. Il n'avait pas prévenu, n'avait pas préparé de discours. Il avait simplement pris ses clés de voiture et conduit jusqu'à l'adresse que Marc lui avait transmise des semaines auparavant dans ce rapport qui semblait appartenir à une autre époque. C'était un immeuble simple de 3 étages, au balcon étroit,
sans rapport avec le manoir de Valfleury. Mais il se dégageait de cet endroit une impression de vie que le manoir semblait avoir oublié depuis longtemps. Il sonna à l'appartement 2B. Lucie ouvrit la porte, le vit debout sur le palier, les mains dans les poches, avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas. Ce n'était pas l'attitude du patron, ce n'était pas celle du chercheur de vérité, c'était celle de l'homme qui avait abandonné ses certitudes en chemin et se présentait simplement tel qu'il était. « Rodolphe », dit-elle, et c'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, sans le titre d'usage. « Lucie », répondit-il. « Puis-je entrer ?» Elle hésita un court instant, puis s'effaça pour le laisser passer. Rodolphe entra dans le petit appartement. Il vit les dessins de Valentine fixés au mur avec du ruban adhésif. Il vit les livres empilés près du canapé. Il vit la table où elles prenaient leur repas, avec seulement 2 chaises, et ressentit un pincement au cœur en mesurant ce qu'il avait manqué. Valentine était assise par terre en train de dessiner, et lorsqu'elle leva les yeux et le vit, elle ne parut pas surprise, comme si elle s'était attendue à ce qu'il vienne un jour. « Bonjour », dit simplement l'enfant. « Bonjour », répondit Rodolphe. Lucie les observait tous les deux avec une expression indéfinissable. Rodolphe prit une profonde inspiration et fit alors un geste important. Il s'agenouilla sur le sol de ce petit appartement face à cet enfant qui dessinait avec la même inclinaison de tête que lui et parla d'une voix qui tremblait mais ne fléchit pas. « Valentine, dit-il, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais je te demande de m'écouter. » Valentine posa son crayon, le regarda de ses yeux clairs qui ressemblaient tant à ceux d'Henriette, et Rodolphe, l'homme habitué à diriger, commença à pleurer tout en racontant à sa fille, pour la première fois, qui il était, qui elle était, et pourquoi il était arrivé si tard. Valentine ne parla pas durant tout le trajet de retour. Ce soir-là, Lucie conduisait la voiture tandis que la fillette était assise à ses côtés, regardant par la portière avec cette expression que sa mère connaissait bien, l'attitude de quelqu'un qui assimile un événement important. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la colère, c'était une réflexion tranquille, comme un courant silencieux sous la surface. Lorsqu'elles arrivèrent à l'appartement, Valentine posa son sac, se dirigea vers sa chambre et ferma doucement la porte. Lucie resta debout dans le salon, le cœur battant d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle savait que ce silence n'était pas un reproche. C'était le silence d'une enfant qui avait besoin de temps pour assembler les pièces d'une réalité qu'elle venait de recevoir. Elle ne frappa pas à la porte, ne lui demanda pas si elle allait bien, car parfois, la meilleure attention consiste à savoir respecter le silence. 1 heure passa, peut-être 2. Quand Valentine sortit de sa chambre, elle tenait son cahier sous le bras, ses yeux étaient légèrement rougis, mais secs. Elle s'assit à côté de sa mère sur le canapé, sans un mot. Lucie passa un bras autour de ses épaules, et la serra contre elle avec affection. « Es-tu fâché contre moi ?» demanda enfin Lucie. Valentine secoua la tête lentement. « Non », dit-elle de sa voix sérieuse. « Je réfléchis. »« À quoi ?» La fillette ouvrit son cahier, tourna plusieurs pages jusqu'au dessin du jardin, celui qu'elle avait montré à Rodolphe quelques jours auparavant. Les 2 silhouettes sur le banc de pierre, la grande et la petite. « Ce dessin, » dit Valentine, « n'avait pas de nom parce que je ne savais pas ce que c'était. » Elle fit une courte pause. « Maintenant, je sais. » Elle prit son crayon et, au bas de la page, d'une écriture appliquée, écrivit 2 mots. « Première rencontre ». Lucie sentit sa gorge se serrer. « Tu as envie de le revoir ?» demanda-t-elle avec ménagement. Valentine la regarda de son regard franc. « Oui », dit-elle, « mais pas parce que c'est mon papa. Je ne sais pas encore s'il est vraiment mon papa. » Elle fit une pause pensive. « Je veux le revoir parce qu'il a pleuré quand il était avec moi. Et les gens qui pleurent vraiment sont ceux qui ressentent vraiment. Et moi, je veux connaître les gens qui ressentent vraiment. » Cette nuit-là, tandis que Valentine dormait, Lucie resta éveillée à regarder le plafond de sa petite chambre. Elle avait imaginé ce moment de bien des manières au fil des ans. Elle avait répété des discussions, préparé des réponses, échafaudé des scénarios sur ce que serait le jour où Valentine apprendrait toute la vérité. Mais la réalité ne ressemble pas aux projections, et ce qu'elle venait de comprendre, c'était que Valentine était plus forte qu'elle ne l'avait pensé. Sa fille n'avait pas besoin qu'on lui cache la vérité. Elle avait besoin d'être accompagnée dans cette vérité, et c'était bien différent. Au manoir de Valfleury, Rodolphe ne dormait pas non plus. Il était assis dans le bureau, son téléphone en main, fixant les coordonnées de Marc Villeneuve sur l'écran. Il avait été sur le point de l'appeler à plusieurs reprises ce soir-là, et s'était ravisé à chaque fois. Non pas qu'il ait des doutes sur sa demande,
mais parce qu'une fois formulé à voix haute, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Il appuya sur le bouton d'appel. Marc répondit rapidement. « Rodolphe, tout va bien ?» « Marc, » dit Rodolphe sans préambule, « j'ai besoin que tu prépares les démarches de reconnaissance de paternité. Je veux que tout soit prêt pour la semaine prochaine. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Tu es sûr de toi ?» demanda Marc avec sa retenue professionnelle. « Plus sûr de cela que de tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, » répondit Rodolphe. « Il te faudra l'accord de la mère. Je le sais, et je le lui demanderai comme il se doit, mais je veux que les démarches soient prêtes pour le moment où elle l'acceptera. Et si elle refuse ?» Rodolphe prit une inspiration. « Alors j'attendrai, mais les documents seront là, prêts, pour me rappeler chaque jour ce qu'il me reste à accomplir. » Marc n'ajouta rien, confirma qu'il s'en occuperait et raccrocha. Rodolphe posa l'appareil sur le bureau et regarda le stylo de son père. Il le prit entre ses doigts comme il l'avait fait souvent ces derniers jours. Cette fois, il le tint pour ce qu'il était, l'instrument destiné à officialiser un engagement important. Le lendemain matin, Henriette appela Lucie dans sa chambre avant le début de sa journée. Lucie entra avec cette retenue que la vieille dame appréciait désormais. Henriette était assise dans son fauteuil près de la fenêtre, les mains sur les genoux, affichant une expression sereine qui laissait transparaître de l'espoir. « Asseyez-vous » dit-elle en désignant le fauteuil en face d'elle. Lucie obéit. « Valentine sait » dit Henriette. « Ce n'était pas une question. »« Oui » répondit Lucie. « Rodolphe le lui a dit hier. » La vieille dame hocha la tête lentement, comme si elle s'était attendue à cette confirmation. « Et comment va-t-elle » ?« Elle réfléchit » répondit Lucie avec un léger sourire. « Cette enfant réfléchit plus qu'elle ne parle. Elle a toujours été ainsi. » Henriette sourit également, d'un sourire sincère qu'elle n'avait pas montré depuis longtemps. « Elle ressemble à Aurélien pour cela, » dit-elle. Lui aussi avait besoin de temps pour assimiler les choses avant d'en parler. Elle fit une pause. « Et elle vous ressemble ? Elle a votre force de caractère. » Lucie ressentit une certaine émotion. « Madame Henriette, » dit-elle avec soin, « je suis venue ici avec une intention, et cette intention s'est réalisée. Vous avez connu votre petite fille. Rodolphe connaît la vérité. Ce qui se passera à partir de maintenant ne dépend pas de vous seul, cela dépend de nous tous, » répondit la vieille dame avec sagesse. « Mais cela dépend surtout de notre volonté d'accepter ce qui est difficile. » « Qu'est-ce qui est difficile ?» Henriette la regarda de ses yeux d'expérience. « Pardonner, » dit-elle. « Non seulement aux autres, mais à soi-même également. » Cet après-midi-là, Rodolphe se présenta de nouveau chez Lucie sans prévenir. Cette fois, il tenait un objet dans ses mains, un petit coffret en bois ancien, destiné à conserver des souvenirs. Valentine lui ouvrit la porte. Elle le regarda sans surprise, comme si elle s'était attendue à sa venue. « Bonjour » dit-elle simplement. « Bonjour » répondit Rodolphe. « Ta maman est là ? Elle est ici. Entrez. » Lucie sortit de la cuisine en s'essuyant les mains avec un torchon. Elle vit Rodolphe debout dans le salon, le coffret en main, avec une expression qu'elle ne parvint pas à définir précisément. « J'ai apporté quelque chose, dit-il. Quelque chose que je souhaite vous montrer à toutes les deux. » Ils s'assirent tous les trois autour de la petite table de la salle à manger. Rodolphe ouvrit le coffret avec soin. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos, des lettres jaunies et de petits objets conservés au fil du temps. « Ceci, dit-il en sortant une photographie, c'est mon père quand il avait mon âge, Aurélien, l'homme qui a planté les rosiers du jardin. » Valentine prit la photo à deux mains et l'étudia avec attention. « Il vous ressemble, » dit-elle. « Et il te ressemble aussi, » répondit doucement Rodolphe. « Tu as sa façon de regarder, de tenir les choses, de réfléchir, avant de parler. » Valentine leva les yeux vers lui. « C'était un homme bon, le meilleur que j'ai connu, » dit Rodolphe, sa voix se voilant légèrement. « Et j'ai commis l'erreur de ne pas le lui dire assez souvent lorsqu'il était encore là pour l'entendre. » Il sortit un autre élément du coffret, une enveloppe scellée portant le prénom de Valentine, écrit d'une écriture appliquée. « Ta grand-mère m'a donné cela ce matin, » dit Rodolphe. « C'est une lettre qu'elle a écrite pour toi. Elle estime qu'il est temps que tu la lises. » Valentine prit l'enveloppe avec précaution et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un feuillet rédigé d'une écriture élégante et assurée. Elle le lut en silence. Lucie l'observait attentivement. Quand Valentine eut fini sa lecture, ses yeux étaient embués de larmes qui ne coulèrent pas. Elle dit, murmura la fillette, qu'elle m'a attendu pendant longtemps sans savoir qu'elle m'attendait, et que maintenant qu'elle m'a trouvé, elle ne sera plus jamais seule. Elle leva les yeux vers Rodolphe, et elle dit que les rosiers plantés par grand-père sont aussi les miens, que je peux m'en occuper quand je veux. Rodolphe ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit,
Ils étaient humides. « Valentine », dit-il, et prononcer son prénom restait marquant pour lui. « Je ne peux pas changer le passé, je ne peux pas rattraper le temps perdu, mais je peux t'apporter une chose essentielle pour l'avenir. » « Quoi ? Un avenir où tu n'auras plus jamais à te demander si tu as de la valeur, car tu le sauras chaque jour à travers chaque attention, chaque parole et chaque choix que je ferai à partir de maintenant. » Valentine l'observa un long moment. « Vous allez rester ?» demanda-t-elle. « Ou vous partirez encore quand ce sera difficile ?» Cette question toucha Rodolphe profondément. « Je vais rester », répondit-il, « même si c'est difficile, même si je ne sais pas toujours comment m'y prendre, même si je fais des erreurs, je vais rester. » Valentine acquiesça lentement, puis elle fit un geste inattendu. Elle se leva de sa chaise, fit le tour de la table et serra Rodolphe dans ses bras. Ce ne fut pas une étreinte appuyée, ce fut un geste simple, franc, dénué de mise en scène. Lorsqu'elle s'écarta, elle reprit son expression sérieuse. « C'est d'accord, dit-elle, vous pouvez essayer. » Et dans cette phrase, dans ces quelques mots simples, une porte s'entr'ouvrait, offrant une opportunité sans garantie, mais bien réelle, d'avancer ensemble. 2 semaines plus tard, il se produisit au manoir de Valfleury, un événement dont le personnel parlerait pendant longtemps. La chaise vide de la salle à manger, celle qui était restée inoccupée depuis le décès de M. Aurélien, fut déplacée. Elle ne fut pas retirée. Elle fut installée près de la cabessera, dans un angle où Henriette pouvait la voir, mais sans qu'elle ne marque plus l'absence. Et à sa place, à l'autre bout de la table, on disposa une nouvelle chaise, plus petite, adaptée à la taille d'une enfant qui apprenait que les liens familiaux pouvaient se reconstruire avec de l'attention et du soin. Ce soir-là, Henriette, Rodolphe, Lucie et Valentine dînèrent ensemble pour la première fois. Françoise prépara le repas avec émotion. Étienne passa devant les fenêtres de la salle à manger en revenant du jardin et s'arrêta un long moment, observant la scène avec un sourire franc. Ce ne fut pas un dîner parfait. Il y eut des silences parfois intimidants, des moments où l'on ne savait pas précisément quoi dire, mais il y eut aussi des rires discrets, des regards sincères, et le sentiment que quelque chose de nouveau s'installait là où le chagrin avait longtemps régné. Valentine interrogea Henriette au sujet des rosiers. La vieille dame lui raconta avec calme comment Aurélien les avait plantés un à un, les mains dans la terre, en expliquant que les racines profondes étaient les seules à résister aux tempêtes. « Je pourrais en planter un moi aussi ?» demanda Valentine. Henriette sourit, d'un sourire qui éclaira son visage. « Demain, dit-elle, nous en planterons un ensemble. » Et elle tint parole. Le lendemain, sous le soleil matinal, Henriette et Valentine plantèrent un nouveau rosier dans le jardin. Étienne leur apporta les outils nécessaires avec une fierté mesurée. Lucie observait la scène depuis la terrasse et Rodolphe, qui avait libéré son emploi du temps pour la 2e fois, s'agenouilla près d'elle pour travailler la terre aux côtés de sa fille. Valentine travaillait avec application, suivant chaque conseil de sa grand-mère avec son sérieux caractéristique. Quand elles eurent terminé, ils restèrent tous les 3 debout devant le jeune arbuste. « Comment s'appelle celui-là » demanda Valentine. Henriette regarda Rodolphe. Rodolphe regarda Valentine. « C'est toi qui décides, » dit-il. La fillette réfléchit un moment. Puis, avec sa logique simple, elle répondit « Nouveau départ ». Et ces 2 mots, prononcés par l'enfant attentive qui découvrait que les relations se construisent avec du temps et de la patience, résonnèrent dans le jardin comme un engagement partagé qui n'avait pas besoin d'être écrit. Car les engagements sincères ne se signent pas, ils se sèment. Quelques mois plus tard, alors que le rosier avait grandi au point d'offrir ses premières fleurs, Valentine compléta le dessin qu'elle avait commencé des semaines auparavant. Il n'y avait plus seulement 2 silhouettes sur un banc, il y en avait désormais 4. Une vieille dame avec sa canne, un homme agenouillé près du sol, une femme debout, les mains posées sur les épaules d'une enfant, et l'enfant au centre, tenant un jeune rosier aux racines visibles. Au bas de la page, d'une écriture affirmée, elle écrivit le titre « La famille que nous choisissons de semer ». Et quand sa mère vit ce dessin ce soir-là, après que Valentine se fut endormie, Lucie le tint entre ses mains et versa quelques larmes. Non pas de tristesse, ni simplement de soulagement. Elle pleura parce qu'elle comprenait enfin que les efforts qu'elle avait fournis seule pendant des années, les doutes et l'incertitude, avaient mené à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Cela avait permis de redonner à une vieille dame isolée l'assurance qu'elle n'était pas seule, d'indiquer à un homme égaré le chemin de ses responsabilités, et surtout, d'offrir à une enfant des repères solides, de ceux qui permettent de grandir et de s'épanouir en confiance.